On va poursuivre hein, donc sur un peu sur le même sujet, c'est-à-dire est-ce que l'autofluorescence des parathyroïdes permettrait d'améliorer ces taux d'hypoparathyroïdie, alors d'hypocalcémie post-opératoire et d'hypoparathyroïdie définitive. Donc c'est présenté par le professeur Gianluca Donatini de Poitiers, donc en association avec Luis Carrillo et Sofia Di Lorenzo. Bonjour, Monsieur le Président, de l'association. Merci de m'avoir convié ici pour vous parler de l'innovation que je tiens bien à vous présenter, c'est l'autofluorescence des parathyroïdes. En fait, le grand problème chez les chirurgiens endocriniens, c'est toujours reconnaître les parathyroïdes, mais plus que la reconnaissance de l'identification de la glande parathyroïde qu'on peut assimiler à une cerise, c'est la tige, ce qui nous intéresse. Parce que c'est la tige qui nous donne la vascularisation et donc ça permet d'éviter l'ischémie de la glande parathyroïdienne. Alors, à partir de cette étude de l'âtre anatomique, on peut vérifier effectivement que chaque patient a des parathyroïdes qui sont différentes l'une de l'autre. Et en anatomie, quand on parle d'une dissection extracapsulaire pour sauvegarder les parathyroïdes, eh bien, si on se tient sur une dissection extracapsulaire, dans ces cas-là, on va léser les pédicules vasculaires des parathyroïdes. Donc, il faut repenser notre dissection extracapsulaire pour pouvoir préserver les pédicules vasculaires des parathyroïdes. Le problème toujours de ces pédicules vasculaires, c'est que sont difficiles à voir et on ne peut plus se relier sur l'ancienne moto Pavu-Papri. Il faut vraiment être sûr de ces pédicules vasculaires. Donc, on sait que globalement, si on regarde la littérature, on a un taux d'hypoparathyroïdie entre le temporaire et le permanent très variable, mais globalement, tout est lié à une cause iatrogène de l'hypoparathyroïdie. Donc, comme Samuel a bien anticipé, l'hypocalcémie post-opératoire transitoire, ce qui peut être très évident et par rapport aux différentes pathologies, même jusqu'à 30% de patients qui subissent une thyroïdectomie totale, impacte sur la qualité de vie immédiate. Le problème, c'est que l'hypoparathyroïdie définitive a un impact sur la vie avec notamment le risque d'insuffisance rénale qui est multiplié x5, événements cardiovasculaires et développement de cancer x2 et en augmentation générale de la mortalité. Donc, pour retrouver les parathyroïdes, parfois c'est très facile. On fait une thyroïdectomie, ils sont là, bien évidentes. Parfois, ils font plus une jouette de cache-cache, donc ils sont similaires à notre parenchyme, mais parfois on peut avoir des situations difficiles où identifier les glandes parathyroïdes peut être rédhibitoire. Donc, le gros goitre, le patient avec le cou court et le surpoids, ou les thyroïdectomies où on a une hémostase qui n'est pas parfaite. Donc, si vous voulez regarder sur ces images-là d'une chirurgie que nous avons fait, nous avons 4 parathyroïdes évidentes, on pourrait dire. Si on veut par contre achever une solution parathyroïdienne véritable, il faut faire une identification correcte, précoce, avant toute dissection pour éviter toute dévascularisation involontaire, avec une technique adaptée, évidemment, ce qui permet aussi d'apprécier la vascularisation, donc réduire le taux de résection accidentelle et de dévascularisation. Donc, la technologie que je vous présente aujourd'hui, c'est l'autofluorescence des parathyroïdes. En fait, il a été développée à l'université Vanderbilt à Nashville, aux États-Unis, en 2011, et répond sur le fait que en utilisant un fascio à 780 nanomètres de longueur en proche l'infrarouge, le champ opératoire répond avec une autofluorescence spontanée. Les parathyroïdes, par rapport à tous les organes de voisinage, répondent avec une autofluorescence de 2 à 11 fois supérieure. Donc, ça permet de les identifier visuellement. Ça, c'est le même patient de tout à l'heure avec l'autofluorescence et on peut vérifier sur le lobe de gauche les 2 parathyroïdes, sur le lobe de droite les 2 parathyroïdes. Bien sûr, c'est une image statique, mais avec la modification des paramètres, on peut même avoir la même image en couleur
ça fait assez plus évident. Ou sinon, on peut décrire en fait comment on fait l'identification. En fait, le passage, ça ne change pas sous la thyroïdectomie comme tout le monde connaît. On fait l'abord de la loge, on sectionne la veine moyenne quand elle est présente, on va médialiser le lobe thyroïdien et là, on va explorer, on va chercher les parathyroïdes. Comment on va chercher les parathyroïdes par voie visuelle, bien sûr, ou avec l'appareil de fluorescence qui consiste dans une caméra en infrarouge avec une connexion avec un écran. Donc, on regarde sur l'écran ce que nous donne la caméra. Et puis, on pourra, dans un certain moment, injecter aussi le verre d'indocyanine pour vérifier une cartographie vasculaire avant toute dissection. Et puis, on reprend notre exérèse du lobe en sauvegardant les parathyroïdes comme d'habitude par technique standard. Donc là, vous avez en live la même chirurgie, donc côté gauche, côté droite, et on va jouer un peu sur le joystick de la machine pour mettre en évidence les glandes parathyroïdes. Alors, vous allez certainement voir sur l'image de droite qu'il y a un autre petit filet fluorescent, c'est un suture d'envicryl, c'est un de faux positif, ensemble avec le gras brune et les nodules colloïdes, ainsi que les adénopathies métastatiques. Après, on peut considérer que l'introduction d'une nouvelle technique augmente les temps de chirurgie. C'est vrai pour le début de la technique, où on peut avoir un écart même de 30 minutes entre une thyroïdectomie standard et une thyroïdectomie avec l'autofluorescence. Au bout d'un cours d'apprentissage, comme toutes les techniques de 20 à 30 cas, on a observé que les temps, ils se sont bien limités, et voire parfois on est plus vite avec la fluorescence qu'avec l'identification visuelle exclusive. En rajoutant l'injection de l'indocyanine, on peut effectivement visualiser aussi la vascularisation, voire avant, voire après chirurgie. L'indocyanine, en fait un colorant qui va s'associer à l'albumine et donc ça permet de vérifier la vascularisation. Les premières études ont été faites par l'équipe de Genève de Frédéric Triponès. Ils ont bien montré qu'on peut parler de vascularisation résiduelle avec l'injection de verre d'indocyanine une fois disséqué les parathyroïdes. Ça nous permet effectivement, comme Samuel avait évoqué, en cas d'une pédicule vasculaire un peu pendue avec sa parathyroïde, ce qui semble un peu ischémique, vérifier s'il y a effectivement un débit vasculaire ou pas. Donc là, on a commencé la technique comme celle de Genève. Donc là, on a deux parathyroïdes proches, l'une l'autre, la supérieure et l'inférieure. On voit qu'après l'injection de verre d'indocyanine, la supérieure commence à se contraster. Là, on va explorer l'inférieure, ce qui montre aussi une prise de contraste. Donc, dans ces cas-là, c'est une technique de perfusion post-opératoire. Donc, on sait que notre chirurgie a laissé de parathyroïdes probablement vascularisés. Le prouvé, c'est le dosage PTH calcémie HG1 qui était normal dans ces patients. Après, on a changé notre technique. Aujourd'hui, on n'injecte pas après dissection, on jette avant dissection. On fait une cartographie avant dissection. Dans ces cas-là, on retrouve deux parathyroïdes, inférieure droite et supérieure droite. L'injection de 2 millilitres en total de 5 mg de verre d'indocyanine, ça nous permet de montrer les pédicules vasculaires. Donc là, on a très évident les pédicules vasculaires pour la parathyroïde inférieure. Et au début, en fait, de l'injection, on voit que la fluorescence spontanée va se perdre parce qu'en fait, quand on injecte, tout le champ revient fluorescent. Et là, très intéressant, en point de vue anatomique, on voit que l'artère thyroïdienne inférieure ne vascularise pas la supérieure, qui est par contre vascularisée par des branches de l'artère thyroïdienne supérieure. Mais ça, ce n'est pas constant. Et en fait, on apprend énormément tout le temps que la variation vasculaire de glande parathyroïde est plus ou moins la même des ectopies. Donc, en fait, il n'y a pas un patient qui est égal à l'autre. Ici, vous avez encore une patiente qui présentait une parathyroïde inférieure droite sous-capsulaire, des adénopathies qui se sont révélées métastatiques après. Et là, c'est un petit film qui est très intéressant parce qu'on peut voir les veines qui ne sont pas contrastées et qui vont prendre à petits pas le contraste aussi. Et par contre, les parathyroïdes qui étaient peu visibles au début, là, la supérieure commence à être bien contrastée avec des pédicules artérielles au côté. L'inférieure qui était sous-capsulaire est un peu cachée aussi pour le tissu thyroïdien parce que la capacité de pénétration de l'autofluorescence est de 3-4 mm. Donc, pour les vrais intrathyroïdiens, on ne peut rien faire.
Et donc, comme ça nous permet d'avoir une ligne de dissection capsulaire qui est à peu près celle-ci. Donc, ce qui nous permet de limiter beaucoup le risque de dévascularisation. Il y a des vrais et faux négatifs, notamment sur les faux négatifs, on a les nodules colloïdes, on a les sutures invicriles. Malheureusement, on a l'âge. Les patients qui ont moins de 14 ans, souvent, n'ont pas de fluorescence des parathyroïdes. On ne sait pas pourquoi. Le fluorophore qui développe l'autofluorescence est moins présent jusqu'à 12-14 ans. Donc, ça, c'est notre expérience entre 2019 et 2023. En rouge, on a le taux d'hypoparathyroïdie ou hypocalcémie post-opératoire immédiate. Et en bleu, le taux d'hypoparathyroïdie définitif. Ça, c'était une courbe associée aux patients avec un cancer thyroïdien nécessitant au moins un curage central homolatéral. Donc, quand on a introduit le NIRAF, l'autofluorescence, on a apprécié une baisse au moins en termes de hypoparathyroïdie temporaire. Après, on est arrivé sur un premier plafond. On a rajouté la technique avec l'ICG perfusionnel, donc post-chirurgical, ce qui a baissé, mais pas énormément. Et puis, on a injecté à un moment donné avant, donc avec une cartographie avant dissection. Et là, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle en anglais le game changer. On est arrivé sur un taux d'hypocalcémie en post-opératoire immédiat à 6,5%. Et aujourd'hui, sur les patients qui ont un cancer thyroïde, on n'a pas, par mémoire, un patient avec une hypoparathyroïdie à 6 mois. Donc, on a fait une étude qui est, dans ces moments, en revue pour VGS. Donc, on a cherché de comparer les résultats en termes d'hypocalcémie post-opératoire et définitive chez les patients avec un cancer et nécessitant un curage central uni ou bilatéral. C'est une technique standard avec NIRAF seulement ou NIRAF plus ICG. Et puis, on a cherché de comparer la durée de chirurgie. Donc, par les critères d'exclusion, je dirais plutôt les patients qui n'avaient pas de cancer avec l'analyse ANAPAT, même si l'histoponction était plutôt en faveur, absence de curage associé à la thyroïdectomie, pas des patients qui subissaient une intervention pour récidive et avec une suivi non complète. Globalement, on a réservé l'étude pour les carcinomes bien différenciés ou pour les carcinomes médulaires avec une extension extra-thyroïdienne ou N+, avec un suivi supérieur à 6 mois. Donc, sur 117 patients, 43 sur le groupe standard, donc identification visuelle, 41 patients groupe fluorescence et 33 fluorescence plus ICG, donc injection de 2 ml. La dose de 5 mg au total est bien loin de la dose toxique qui est identifiée à 5 mg par kilo. Donc, le résultat, la démographie, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes en termes de type de curage, type de maladie et sortie, ce qui s'est fait normalement entre J1 et J2. Ce qui était intéressant, c'est que le taux d'hypoparathyroïdie sur les patients avec un curage central était baissé de 48 à 39% dans le NIRAF et à 6 dans le NIRAF plus ICG, avec de significativité statistique importante. L'hypoparathyroïdie définitif n'était pas significatif, mais quand même, on n'avait pas de patients dans la technique avec l'ICG. En ce qui concerne l'identification en périopératoire de glandes parathyroïdiennes, en effet, le NIRAF augmente beaucoup le taux d'identification, mais entre le NIRAF et l'ICG, ça change rien parce qu'en fait, l'ICG, c'est une technique dynamique rajoutée, mais ça ne change pas sur le taux d'identification, c'est l'identification du pédicule vasculaire. Et par contre, les parathyroïdes réséqués, on a une baisse de 15 à 7 et à 3%, donc ça permet de réduire le taux de résection accidentelle. Par contre, la durée de chirurgie n'était pas différente. Voire avec la technique ICG, on était un peu meilleur que le NIRAF parce que dans notre département, en fait, on a eu une introduction séquelaire. On a abandonné une technique où on a réduit fortement la technique standard pour aller directement sur le NIRAF et maintenant NIRAF plus ICG systématique. Juste un mot pour dire que ça peut être utilisé aussi pour la pathologie parathyroïdienne, dont la parathyroïde normale, non pathologique, est fluorescente comme une ampoule, alors que la parathyroïde pathologique est hétérogène, et ça se permet effectivement de différencier. Ça peut être utilisé aussi pour la résection de parathyroïdectomie de 7/8e sur l'hyperparasécondaire. Donc, on va réséquer la partie dévascularisée de la dernière glande. En synthèse, l'autofluorescence aide les chirurgiens à identifier le parathyroïde, à préserver plus rapidement
mieux qu'avec une technique d'identification classique, avec une réduction de taux de parathyroïdectomie incidentelle. Par contre, ne permettent pas d'évaluer la viabilité parce qu'une parathyroïde reste autofluorescente aussi ex vivo et jusqu'à 2 ans sur les lames d'Anapat. Et c'est ma faute, je n'ai pas mis la photo, mais on a fait aussi un workshop à Riyad le mois d'octobre. On a cherché sur un modèle cadavérique, c'était un tête de bélier. Même les parathyroïdes du bélier sont autofluorescentes, donc ça veut dire que le fluorophore est transracial, ça veut dire que même dans les espèces animales, on a la même fluorescence des parathyroïdes. L'ICG, par contre, permet d'évaluer et d'apprécier l'anatomie vasculaire qui est capitale pour éviter l'identification, l'identification, mais surtout la préservation de la fonction. Les limites sont pour l'autofluorescence les faux positifs, comme je vais évoquer les grasses brunes, les glycoloïdes, les adénopathies et les structures amicryles. Le signal, par contre, n'est pas standard. Parfois, on a une autofluorescence de fond de la thyroïde, ce qui peut parfois être difficile à régler avec les paramètres de la caméra. Par contre, l'autofluorescence ne peut pas être utilisée après injection d'ICG. L'angiographie elle-même manque de corrélation avec les taux de PTH. On ne peut pas dire sur la base du taux de fluorescence après injection combien sera le PTH après. On peut dire que la glande est vascularisée selon l'échelle de Genève, bien vascularisée, moyennement ou pas vascularisée, mais encore c'est un paramètre visuel subjectif. Actuellement, il nous manque une échelle numérique, ça va arriver comme toutes les évolutions de la technique. En conclusion, les techniques d'autofluorescence permettent d'identifier un plus élevé nombre de glandes parathyroïdiennes, permet de diminuer le taux d'hypoparathyroïdie et de parathyroïdectomie incidentelle. Les techniques combinées avec l'ICG sont très intéressantes parce qu'ils ont vraiment permis de réduire la morbidité, la principale de curage central chez les patients atteints d'un cancer, notamment l'hypoparathyroïdie post-opératoire. Et en comparant les deux techniques de cartographie ou de perfusion post-opératoire, je favorise la cartographie car elle nous permet d'être en fait guidé un peu comme un GPS pendant la dissection. Je vous remercie. Merci. Très intéressant. Et ça recoupe pas mal de préoccupations chirurgicales qui témoignent des problèmes de précision de nos techniques diverses, quelles que soient les disciplines. Alors, c'est vraiment un progrès incontestable, j'ai l'impression, concernant la dissection. Donc, c'est une expérience préliminaire ou c'est quelque chose qui... Parce que c'est un certain coût, je pense qu'il y a la question du remboursement pour que ce soit diffusé. Alors, globalement, nous, on a eu la chance d'avoir la commission innovation à Poitiers. En 2019, elle était toute jeune, l'application de l'autofluorescence. J'ai postulé pour un projet, ils ont accepté. Et donc, le coût de la machine hors consommable, c'est juste la housse stérile pour la caméra qui est autour de 15-20 euros. Le coût de la machine était acheté par le CHU de Poitiers à 80 000 euros. Pour ce qui concerne, bon, il y a des modalités différentes. Moi, je vais essayer 3 modèles différents. Donc, aujourd'hui, j'utilise celui de Full Optique, ce qui est un startup de Grenoble. Ce qui a peut-être des images qui sont un peu moins 4K par rapport à celui de Storz et de Medtronic. Mais par contre, la sensibilité était améliorée et puis ils ont travaillé beaucoup sur le logiciel. Surtout avec l'appareil de couleur et d'angiographie, c'était très bien. C'est un investissement que nous, on a justifié sur le fait que quand on passe du 30% à 6% d'hypocalcémie, on a moins de médicaments, on a moins d'arrêt maladie, on a effectivement un coût des coûts indirects qui sont bien comblés. Sauf que là, la charge est à la charge la dépense est à la charge de l'établissement. Oui. Tandis que l'économie ne va pas. L'économie sur les suites tardives, opératoires et les traitements, les prises en charge, ce n'est pas l'établissement qui l'a à sa charge. Donc c'est vraiment une dépense, non pas à perte, mais enfin c'est une dépense directe, comme pour les robots, par exemple, c'est pareil. Après, il y a aussi eu effectivement un effet, je dirais, de marketing
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les patients, et ils s'informent beaucoup, tout est médiatisé. Et donc, en effet, on a eu un retour aussi de patients qui veulent venir profiter de cette technique pour une thyroïdectomie. Donc, effectivement, ça fait aussi l'intérêt de l'hôpital. Il y a une question de Cynthia. Gianluca, je voulais juste te demander une précision. Si j'ai bien compris, en fait, tu commences à faire une cartographie avant la résection. Donc, tu injectes donc, le verre d'endocyanine pour vérifier en fait, la position des glandes en fait, à la vascularisation. Mais disons que nous savons que la demi-vie du verre est de 3-4 minutes. Donc, ce que je voulais savoir, en fait, on sait qu'en fait, on se prépare avec la caméra une fois qu'on injecte le verre. Donc, pour l'exploration du lobe contralatéral, est-ce que tu prépares le lobe avant ou tu arrives en fait à le faire parce qu'il il faut être plutôt rapide. En fait j'ai cherché d'être synthétique parce que sinon, je pourrais parler 2 heures sur l'argument. En fait, la première côté, je dissèque avec le NIRAF seulement. Donc, je trouve les glandes. Après, je cherche de disséquer comme normalement doit être l'anatomie vasculaire. Parce que si j'injecte là, je ne pourrais pas explorer le deuxième côté. Donc, la première côté, c'est NIRAF exclusif. Quand je vais sur la deuxième côté, à ces points-là, j'injecte et je peux avoir la cartographie du côté 2. Maintenant, quand j'ai récupéré la cartographie de côté 2, je retourne sur le côté 1 déjà disséqué et je regarde la vascularisation résiduelle. Donc, en fait, c'est un score hybride entre Genève, l'injection post, et Marseille de Fares Ben Miloud, l'injection avant. Donc, nous, on fait une technique qui est un peu hybride, mais qui se rapporte beaucoup parce qu'effectivement, très effectif. Et comment sélectionnez-vous vos patients sur lesquels vous allez appliquer cette technique de dissection? Bon, globalement, la technique, quelconque thyroïdectomie totale, j'utilise le verre d'endocyanine. Ah, c'est ça la réponse. Dans tous les cas. Alors. Dans tous les cas. Et ouais. si je dois faire, parce que la verre d'endocyanine elle-même, 2 cc, un flacon, ça fait 10 cc, donc je peux faire 5 patients avec. Ouais. Un flacon, ça fait entre 20 et 40 euros. Donc, ce n'est pas hyper cher. Puis, sur les patients qui nécessitent une ismolobectomie, donc une lobectomie seule, je pense au nodule BTSDA4, que maintenant, il bénéficie de lobectomie seule. Je fais directement la technique de NIRAF et verre d'endocyanine parce que dans les 30% des cas où ça revient en cancer et on doit totaliser, je serai plus tranquille en sachant que c'est déjà préservé. J'ai sauvé 2 parathyroïdes. D'accord. Nous avons une question à distance. Jean-Pierre Richer a la parole. Est-ce qu'il est prêt à parler? Vous m'entendez? Jean-Pierre Richer nous entend. Je vois qu'il a. Bon, il faut brancher le micro. Alors, il est branché, vous ne m'entendez pas? Voilà, c'est bon, on vous entend. Merci. Je voulais simplement rajouter que les initiatives de cette nature sont remboursées pour l'institution par les points mairie des publications. Donc, on a perdu le son. Non, on l'a perdu. Non, c'est parce qu'il est juste sur l'ordinateur. Un instant. On va. Mon chef, non. Alors, il faut reprendre. oui, je disais que les points mairie que reçoit le CHU sur les innovations et les publications compensent le coût de l'appareil. Oui, on a bien compris, mais si on veut que ce soit diffusé, on voit que sur le territoire national, bon, c'est un risque chirurgical qui est assez répandu. Et si on veut, enfin de mon modeste point de vue, que cette technique soit diffusée, elle devrait bénéficier de quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le forfait innovation, qui a une valeur nationale. Et par là, vous savez que quand un forfait innovation est attribué, avec donc à ce moment-là un remboursement général dérogatoire multicentrique, ça doit faire l'objet d'une étude prospective. Là, en l'occurrence, elle paraît assez facilement randomisable. Enfin, c'est une remarque ou une suggestion que je me permets de faire à votre société. Pour ma part, j'ai porté au nom de la société savante, c'est-à-dire de l'AFU, un forfait qui était d'ailleurs le premier forfait innovation. Vous avez comparé une technique innovante à une technique un comparateur, comme on dit, donc référente, et qui a permis pendant des années d'avoir un remboursement très répandu sur le territoire national. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que Gianluca développe sur Corps Dynamique la formation des jeunes chirurgiens endocriniens.
Donc ça aussi, ça peut être en application. Alors, dans le cadre de la formation, évidemment, des chirurgiens. Oui, parce que les parathyroïdes restent vivants. Donc, on vient juste de faire la séance sur la chirurgie SimLife, modèle redynamisé le 16 et 17 octobre. Effectivement, un de projet, c'est d'avoir à disposition une machine de fluorescence pour l'identifier directement sur le cadavre et permettre ça. Et juste pour, prenez votre temps. Hein. Et juste pour répondre aussi à la remarque sur la comparaison, en effet, il y a un projet PHRC déposé par Nantes sur l'évaluation par nationale sur l'évaluation de l'autofluorescence. Donc, on attend bien que la commission PHRC puisse le valider. D'accord. J'ai une petite remarque. Là, donc, Samuel Frey nous a expliqué que la littérature et l'expérience disaient qu'il ne fallait pas repérer toutes les parathyroïdes. Là, tu insistes en disant, bah, finalement, on les repère toutes et donc on diminue le taux d'hypocalcémie post-opératoire. Qu'est-ce qu'il faut croire alors? Alors, globalement, on repère celles qui sont identifiables. Parce que les parathyroïdes qui sont intrathymiques, certainement, on ne va pas les chercher, ou parfois, on peut le voir en transparence d'un thymus, on ne va pas les séquer. Les parathyroïdes qui sont plus profonds que 3 mm, c'est difficile que la fluorescence puisse les reconnaître. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va toujours faire une cartographie et on dit que, globalement, on s'attend aux 4 parathyroïdes par patiente. C'est une chose simple, c'est arrivé une fois, on est content. Mais et on va marquer si on l'a visualisé. Donc, on va cocher la case pour les parties près 3 ou 4, gauche ou droite. Et puis, quand on va injecter, sur celles déjà disséquées, on va faire le score génère. Sur celles non disséquées, on va faire le score IMAP de fluoride de phase de Linwood. Par contre, effectivement, si on revient sur la présentation, si on avait le type hypothétique 180 parathyroïdes sur les patients en MIRAF, on a identifié 170, pas 100%. Donc ça approche. Oui, j'ai une remarque. Je pense que l'identification, elle a pour but principalement, à mes yeux, d'éviter la parathyroïdectomie accidentelle de la parathyroïde sous-capsulaire. On a vu dans ce qu'a présenté Samuel Frey, il y a plein de causes. On a bicurage, le sexe féminin, la carence en vitamine D, mais il y a aussi la parathyroïdectomie accidentelle. Si déjà, sur une petite cause, on arrive à diminuer ça, le nombre de parathyroïdectomies accidentelles, on diminuera un peu les hypoparas. Parce que la vraie façon de diminuer les hypoparas définitives, c'est quand même s'assurer de leur vascularisation et pas exposer le patient à une dévascularisation des 4 glandes. C'est pour ça que ça sera intéressant dans le travail prospectif d'avoir une idée sur la vascularisation, en fait. Hein. Et une notion quand même, ce qui manque en tout cas dans le travail actuel, sur le taux d'hypoparathyroïdie définitive. Donc, pour l'instant, il n'y a pas assez de patients, je pense, pour avoir un effet. On a l'impression que la tendance est excellente. Hein, mais... On a indiqué comme les limites, c'est une expérience unicentrique. Donc, on est sur, à l'heure actuelle, on n'a plus les 33. Si on fait tout confondu, on aura 150 patients qui vont bénéficier de MIRAF. On est toujours bien, mais c'est un seul centre, c'est un seul chirurgien. Donc, il faut qu'il soit reproductible. Simplement, sur des études multicentriques, on peut pencher. Pour rester sur la vascularisation, qui est le sujet d'ailleurs, les nanotechnologies font des progrès tous les jours. Est-ce que vous avez vu des papiers évoquant la possibilité d'une forme d'angiographie préopératoire qui permettrait de produire une imagerie virtuelle? On l'a vu dans le cadre de la chirurgie conservatrice des tumeurs du sein, des images extraordinaires émanant de l'Institut Curie qui montrent que ces imageries synthétiques numériques permettent parfois de modifier les stratégies opératoires. Alors c'est encore plus petit, je suis d'accord, c'est des vaisseaux qui sont extrêmement discrets, mais est-ce que vous avez vu des avancées de ce côté-là? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir rencontré ces papiers. Il y a la possibilité que, notamment, que quelques-uns se soient intéressés. Sur l'applicabilité, ça peut être discutable parce qu'on a tellement un nombre large de patients qu'alors les nanotechnologies sur les chirurgies, je pense plutôt les grosses chirurgies hépatiques, ça peut avoir un intérêt, mais l'échantillon de patients est plus limité. Là, si on considère qu'on a à peu près 35-40 000 thyroïdectomies par en France, ça pourra être, je pense, le rapport coût-bénéfice, ça ne sera pas pour un faveur. Je parlais d'études préliminaires, je pense. Oui, non, préliminaires, je n'ai pas de notion. D'accord, merci.
S'il n'y a pas de questions, si. Juste pour dire que le Doppler ultra rapide qu'on développe actuellement en France en particulier peut être une réponse à cette problématique. C'est une échographie Doppler en fait, mais ultra rapide, donc il montre des vaisseaux de quelques dixièmes de millimètres. Merci beaucoup. Donc,